Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la thématique de l'audit de surveillance et de renouvellement pour les organismes certifiés. Avant de démarrer la présentation, je vais vous présenter comme d'habitude les 4 gestes pour assurer un webinaire réussi. Le premier est de couper son téléphone, en tout cas de couper les notifications pour ne pas être perturbé, être tenté de le regarder, rester attentif sur le contenu de la présentation. Le deuxième va de pair avec le troisième, il consiste à l'utilisation de l'outil Livestorm qu'on utilise aujourd'hui pour diffuser ce webinaire. Premier onglet consiste à l'utilisation du chat pour faire parvenir vos remarques, comme vous le faites actuellement pour nous saluer. Donc bonjour Denis, Sandra, Vanessa, Aminata, je ne vais pas lire tous les prénoms, il y en a beaucoup qui défilent, mais en tout cas, c'est à cet endroit que vous pouvez nous faire parvenir vos remarques. Autre onglet qui consiste à l'utilisation cette fois-ci des questions. On bien faire les distinctions entre les deux pour nous permettre de prioriser le traitement entre vos remarques d'un côté et les questions de l'autre, en sachant que dans l'onglet questions, vous offrez la possibilité à tout le monde de pouvoir voter pour votre question et nous également de pouvoir prioriser le traitement derrière, soit à l'écrit ou à l'oral en fonction de la thématique de la slide qui est abordée. Enfin, le quatrième et dernier point consiste à la concentration, donc si bien sur le contenu de la présentation au niveau visuel au niveau de l'audition, puisqu'on va vous délivrer des informations sur les deux plans et d'écouter, de bien rester attentif, vous permettra une meilleure compréhension et de notre côté une meilleure gestion du temps, à savoir qu'on a jusqu'à 15h30 pour la présentation, y compris avec les questions. Alors, je suis présent aujourd'hui avec Laura, que j'accueille pour la première fois dans le cadre d'un webinaire. Donc, bienvenue à toi, Laura, et je te laisse te présenter. Merci et bonjour à tous. Alors, je suis Laura François, donc auditrice chez ICPF depuis 2023. Donc, moi, je suis auditrice pour la région Grand Est, assez large, mais vraiment à Strasbourg et alentour. Et j'ai 5 ans d'expérience en qualité. Donc, j'ai fait un master en management de la qualité et j'ai travaillé 4 ans en tant que responsable qualité d'un organisme de formation à Metz. Et ensuite, j'ai intégré ICPF et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et je repasse la parole à Thomas. Merci, Laura. Donc, pour ma part, je suis Thomas Talby, votre animateur aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc, ravi également de tous vous retrouver en cette période de fin de mois de juillet. Vous êtes peut-être en vacances ou pas, ou alors toujours en train de travailler, peut-être l'un des deux. Je suis présent ICPF depuis septembre 2021 et diplômé d'un master en management de la communication. Donc, on va pouvoir passer à la présentation du plan qui va se découper en 5 parties, comme d'habitude. Donc, une première partie réservée à la présentation de ICPF et une présentation qui va être assez synthétique puisqu'on a en majorité des clients aujourd'hui qui sont présents, mais ça reste intéressant pour vous donner une vision globale de ce qu'on propose, puisque les évolutions des offres est permanente et aussi pertinente pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore aujourd'hui, surtout dans le cadre d'un transfert de certification si vous souhaitez nous rejoindre. Deuxième partie sur l'après Calliope, donc que se passe-t-il une fois que la certification Calliope est obtenue? Troisième partie, un focus sur l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Quatrième partie sur les indicateurs audités et les évolutions qu'on a vu au travers notamment des nouveaux référentiels que Laura va aborder sur la partie technique. Et enfin, cinquième et dernière partie qui servira aux questions-réponses, à savoir que vous pouvez déjà dès maintenant poser vos questions et qu'on y reviendra en fonction des slides qu'on va aborder. La séance de questions-réponses nous servira uniquement s'il y a des questions qui n'ont pas été traitées à la fin de la présentation. Ceci étant dit, donc je vais enchaîner directement sur la présentation de ICPF. Donc aujourd'hui, ICPF, c'est 5 principales valeurs qui nous différencient sur le marché de la certification de qualité, avec ce focus bien entendu sur le secteur de la formation professionnelle. Donc on a cette compétence technique depuis 1995 qui fait de nous un expert sur ce secteur-là et qui favorise une meilleure compréhension des enjeux de nos clients dans leur activité au quotidien.
L'autre point, c'est au travers de la plateforme Noé qui offre aujourd'hui des démarches facilitées, donc de la demande jusqu'à l'émission du certificat et sur le maintien de la certification. C'est un gain de temps pour vous. On est passé assez rapidement des démarches avec des classeurs papier, ensuite classeurs Excel sur une démarche digitale avec Noé, donc qui, pour vous comme pour nous, nous facilite grandement le suivi de la certification et la préparation des différents dossiers. Ensuite, la proximité territoriale, aujourd'hui avec 43 salariés, dont 16 auditeurs internes. Donc, c'est l'une des particularités de ICPF qui a fait le choix d'internaliser cette activité d'audit, contrairement à la majorité d'autres certificateurs qui pratiquent uniquement de la sous-traitance. Donc, c'est notre cas aussi. On a des auditeurs sous-traitants. D'ailleurs, Laura, elle, est plutôt du côté interne, donc qui vous aurez l'occasion ou que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer lors de vos audits dans la région Grand Est et donc 90 auditeurs sous-traitants. Quatrième point, c'est le service client que vous avez la possibilité de solliciter directement depuis la plateforme Noé ou depuis notre site internet. Une fois que vous avez votre compte Noé, vous permet d'interagir avec nos services, d'obtenir des éclaircissements sur le parcours de certification et d'autres sujets que vous pouvez vouloir nous présenter au fur et à mesure de votre démarche. Enfin, le dernier point, le réseau de 7000 certifiés qui sont répartis aujourd'hui entre 5800 certifiés, organismes certifiés Calliope et 1200 organismes, personnes physiques pardon, certifiées sur la certification ICPF Pro, donc bien à distinguer. Calliope pour l'organisme et ICPF Pro pour l'intervenant, qui est possible de décliner en fonction de votre périmètre d'intervention, de votre domaine d'expertise et le Club DBE, qui est une association indépendante de ICPF, qui a été créée à l'origine par des certifiés de ICPF, qui vous permet aujourd'hui d'aborder des thématiques de votre quotidien, business et de l'activité, et d'avoir l'occasion de vous rencontrer en physique ou en digital sur l'année. Dans ce cadre-là, nous avons également des événements ICPF Networking. Donc là, ce sont bien des événements organisés par ICPF qui vous permettent sur le même principe de vous rencontrer et qui ont lieu sur une fréquence à peu près de tous les 3 mois. Le prochain aura lieu en novembre. Donc pour l'instant, la date n'est pas communiquée, mais on va y travailler prochainement. Pour faire le lien avec ces différentes valeurs, on retrouve les offres de certification proposées par ICPF découpé en avant, après et pendant la certification. Donc, pour vos démarches de certification aujourd'hui, il existe 4 possibilités. La démarche Calliope, celle que vous menez probablement étant donné que vous êtes présent aujourd'hui. La démarche ICPF Pro pour l'intervenant et 2 démarches réservées à l'entreprise avec les certifications ISO 9001 et 21001. Avant la certification, on retrouve des options qui vous permettent de faciliter votre préparation ou avoir un meilleur suivi de la démarche, comme le pré-audit, qui est un entraînement à l'audit, l'option élaboration, qui vous permet de structurer votre dossier en amont de l'audit et vous assurer que vous gagnez du temps sur la structuration des éléments de preuve et l'argumentation. Le troisième point, donc c'est et le quatrième d'ailleurs, ce sont des nouvelles offres, Pass Sérénité et Pass Groupe, qui vous permettent de gagner en confort sur ensuite votre démarche, de bénéficier d'interlocuteurs dédiés au sein du CPF, notamment auprès du service planning et du service audit, pour avoir des échanges réguliers et un interlocuteur disponible. Et enfin, l'après-certification, surveillance renouvellement, donc c'est le sujet du jour. On va pouvoir détailler ça plus longuement par la suite. L'extension de certification qui permet sur un périmètre, enfin sur le périmètre soit d'un site ou d'une catégorie, d'aller compléter votre périmètre d'action au travers de la certification Calliope et le transfert qui vous permet de nous rejoindre si vous êtes certifié auprès d'un autre certificateur. Donc, on va commencer le focus sur la certification Calliope avec une entrée en matière sur l'état du marché actuel, donc des chiffres récents. Aujourd'hui, la certification Calliope rassemble presque 45 000 organismes certifiés, répartis de la façon suivante. Donc là, on voit une situation à date sur les catégories d'actions qui sont détenteurs de la certification. Donc une nette majorité répartie sur l'action de formation aujourd'hui, donc c'est l'action, la catégorie numéro 1 pour laquelle un organisme fait appel à la certification.
Ensuite, nous retrouvons le bilan de compétences, qui est minoritaire, mais qui reste en deuxième place par rapport à l'état du marché, donc avec 4000, presque 4500 organismes, aujourd'hui, le bilan de compétences est une solution pour accéder à tout ce qui est financement CPF. On a organisé un webinaire la semaine dernière et le mois précédent sur cette thématique-là. Si vous êtes intéressé dans le cadre de ce développement pour votre activité, par l'accès au financement. Également, la VAE qui aujourd'hui constitue une opportunité pour accéder au CPF. Donc on retrouve cette catégorie d'actions qui reste minoritaire aujourd'hui, hein. C'est la moins représentée sur le secteur avec 2800 organismes environ. Et enfin, les organismes qui sont CFA avec presque 4000 organismes de formation. Pour faire le lien avec le cycle de certification, donc on a aujourd'hui 45 000 organismes certifiés LoRa. Où en sont-ils dans leur démarche de certification et pour eux, quelle est l'étape à suivre? Merci Thomas. Alors, une fois la certification Calliope obtenue, donc l'organisme rentre dans un cycle de certification de 3 ans, qui est rythmé par deux temps forts ou deux audits cruciaux dans ce cycle, donc l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Donc l'audit de surveillance est réalisé entre le 14e et le 22e mois à partir de l'émission du certificat. Donc cette date-là, vous la retrouvez sur votre certificat que vous recevez sur la plateforme Noé. Elle permet de vérifier que l'organisme est toujours conforme au référentiel national qualité. Donc l'auditeur vérifie par rapport au référentiel national qualité les indicateurs tels qu'indiqués sur le plan d'audit pour voir que vous êtes toujours conforme et à l'issue de cet audit, le certificat est maintenu. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'audit de surveillance. Ensuite, l'étape d'après, c'est l'audit de renouvellement. Donc, l'audit de renouvellement, lui, est réalisé entre le 25e et le 36e mois sur site, donc en présentiel obligatoirement. Et l'objectif, c'est de démontrer la conformité à tous les indicateurs. Donc là, l'auditeur acte le maintien de la certification Calliope qui donne lieu à un nouveau certificat et donc fait rentrer l'organisme de formation dans un nouveau cycle de certification. Et donc, par la suite, c'est encore un audit de surveillance, un audit de renouvellement et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on refait un cycle de certification de 3 ans. Alors, Euh, une oui. question, Laura, qui a été posée, à laquelle tu as répondu, mais on va le rappeler. Une question posée par Sacha. Quel est l'objectif d'un audit de renouvellement? Donc, dès que l'on est certifié, quel serait le but de cet audit? Alors, le but de cet audit, en fait, l'audit de renouvellement, il est effectué avant la fin de validité du certificat actuel. Et le but, c'est de vérifier que l'organisme de formation est toujours conforme au référentiel national qualité. Donc, on revoit tous les indicateurs et on maintient pour rentrer dans un nouveau cycle de certification. Ouais, puisque le certificat Calliope s'obtient au travers de l'audit initial, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas comme un diplôme. C'est remis en jeu tous les 3 ans avec aussi la condition d'avoir réalisé la surveillance. Donc même en tant que certifié, il y a toujours un maintien des exigences qui est attendu pour maintenir et renouveler la certification. Tout à fait. Surtout aussi qu'il y a des nouveautés, donc on le verra par la suite, les versions du référentiel aussi changent. Donc forcément, on revoit, on fait un audit par rapport à la dernière version du référentiel national qualité. Et autre précision, c'était peut-être sur ça que tu voulais terminer, Laura, l'aspect redevance. Aujourd'hui, ICPF a un système de redevance qui est en place, qui permet d'avoir une facture lors du règlement de l'audit initial et ensuite de rentrer sur une méthode de facturation qui est annuelle. Donc, il y aura une facture à payer qui correspond à la redevance annuelle, qui finance la réalisation de l'audit de surveillance et de renouvellement. Il n'y aura pas de facture à payer autre que ces deux-là, donc qui vous permet de financer le coût de ces 2 audits et de manière lissée. Donc vous aurez un montant fixe, une fois par an, une fois le paiement de l'audit initial fait, pour assurer le maintien de la certification et la réalisation des audits qui vont suivre. Tout à fait.
Donc pour, faire le lien avec, ce système qui est en place aujourd'hui, qui a été mis en place à la demande de nos clients, pour leur simplifier leur gestion administrative et la gestion de leur trésorerie, on retrouve, différents rappels, notamment sur, le paiement de ces factures. Aujourd'hui, il est important d'être à jour dans la facturation de vos différentes prestations que vous avez demandées à ICPF pour pouvoir planifier et réaliser les prochains audits, qui seront nécessaires pour le maintien de la certification. Vous retrouvez une autre, option qui a été mise en place plus récemment, c'est la possibilité de passer sur du prélèvement. Donc vous n'aurez pas besoin, d'être en lien direct avec ICPF pour, payer la facture en échange d'un lien de paiement ou d'autre chose. Le paiement sera automatique, ce qui vous, ne demandera pas de passer du temps à vous connecter sur Noé, d'aller trouver la facture manquante, d'effectuer le règlement, ce qui sera un gain de temps pour vous et donc, plus de temps pour vous concentrer sur votre activité. Ce qui pourrait également limiter des problèmes, de suspension de certification. Donc pour retrouver, vos factures, si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à vous connecter sur votre espace Noé et d'aller sur, l'onglet Entité qui est cliquable tout en haut et ensuite, une fois que vous êtes sur Entité, d'aller sur Factures et là vous retrouverez un suivi des différentes factures et de leur état, si elles sont donc, en traitement, si elles ont été payées ou signées et cetera. Alors ensuite, une fois que les paiements des factures ont bien été effectués, qu'on est dans les périodes de, réalisation ou de planification des audits, heu, comment savoir si, on est concerné par l'audit de surveillance ou l'audit de renouvellement par rapport à ces délais, Laura? Alors, la planification de l'audit de surveillance, alors toutes les planifications d'audit se font sur Noé. On verra par la suite comment faire la demande. En ce qui concerne donc les dates d'audit de surveillance, donc pour planifier la date d'audit de surveillance, on peut le planifier à partir du 8e mois. Donc, on peut à partir du 8e mois soumettre une demande pour planifier l'audit de surveillance. Par contre, cet audit de surveillance ne sera réalisable que à partir du 14e mois. Donc l'audit de surveillance n'est réalisé que entre le 14e et le 22e mois. À savoir que si vous ne réalisez pas l'audit de surveillance au 22e mois à partir de la date d'émission du certificat, l'organisme de formation est suspendu d'une durée maximum de 3 mois et puis il y a un retrait de certification. Si vous faites votre audit de surveillance pendant la suspension, donc vous avez une levée de suspension suite à la réalisation de l'audit de surveillance et le maintien de votre certification. Donc ça, c'est par rapport à l'audit de surveillance. En ce qui concerne l'audit de renouvellement, donc la planification, elle est possible à partir du 25e mois et la réalisation également jusqu'au 35e mois à partir de la date d'émission du certificat. Donc pareil, la planification se fait sur la plateforme Noé. À savoir que l'acte ou le maintien du certificat doit être acté avant la fin de validité de votre certificat. Donc si vous ne faites pas votre audit de renouvellement avant la date d'échéance de votre certificat, vous perdez votre certificat Calliope et vous devez refaire un audit initial. Il est conseillé d'anticiper d'anticiper la réalisation de votre audit, que ça soit de surveillance et de renouvellement, surtout celui de renouvellement, pour avoir un délai, parce que si vous avez des non-conformités, il faut garder en tête qu'il faut 3 mois pour lever les non-conformités majeures. Donc, anticipez et faites votre audit de renouvellement à l'avance pour avoir le temps adéquat pour lever les non-conformités s'il y en a et pour aussi le traitement administratif, donc tout ce qui est revue d'audit, etc., avant l'obtention du prochain certificat. Surtout que le programme de certification et la plateforme Noé vous permettent aujourd'hui de planifier en amont ces audits, donc à partir du 8e mois pour la surveillance et à partir du 25e pour le renouvellement, donc profitez-en. Il vaut mieux planifier la date en amont et avoir la certitude que l'audit se fera dans des délais conformes,
plutôt que de s'y prendre au dernier moment et de risquer une suspension, voire un retrait de certification, et de devoir, repartir sur un nouveau cycle, si la période est trop dépassée. Mm. Il y a d'ailleurs, une part importante d'organismes qui vont devoir réaliser l'un de ces 2 audits, jusqu'à la fin de l'année, donc environ 3 000 organismes, certifiés auprès des CPF qui vont devoir planifier et réaliser l'audit. Donc pour, vous assurer que, vous ne dépasserez pas ces délais, faites-le le plus tôt possible. Connectez-vous sur Noé, vérifiez votre période de certification sur le certificat et de toute façon, lorsque vous vous connectez sur Noé, vous avez une notification qui apparaît pour vous indiquer si vous êtes ou non dans la période de planification et donc d'effectuer cette démarche qui vous fera gagner en sérénité sur la suite du parcours. Donc une fois que ce rappel est fait, au niveau des délais, je sais que c'est une question qui revient souvent. Quand est-ce que je dois planifier, l'audit? Quand est-ce que je peux le réaliser? Gardez en tête que la date de référence, c'est le jour de l'obtention de votre certification et ensuite rajoutez le nombre de mois que vous avez sous les yeux pour savoir si vous êtes concerné par la planification et ou la réalisation de l'audit. Donc on enchaîne plus en détail maintenant sur, la planification de l'audit, soit en tant que client ICPF ou alors en tant que, non client de ICPF puisque vous avez la possibilité aujourd'hui, d'effectuer les 2 démarches. Donc on va le voir dans un premier temps. Si je suis client chez ICPF, comment je planifie l'audit de surveillance ou de renouvellement? Vous vous connectez donc sur votre espace Noé, je l'ai indiqué, il y a quelques secondes, au niveau du tableau de bord et vous allez avoir affiché à l'écran une notification qui vous indique, la planification possible de l'audit. Donc cliquez dessus, faites votre demande et vous allez recevoir par la suite une proposition qui vous sera envoyée par notre service planning. Vous acceptez donc cette proposition et vous aurez donc cette date d'audit qui vous sera communiquée. Vous passez l'audit avec succès, surveillance ou renouvellement et vous pouvez ensuite poursuivre votre parcours. De l'autre côté, si, votre organisme n'est pas certifié auprès du CPF, la démarche est possible également sur la plateforme Noé. Il y aura une étape préalable à remplir, qui correspond au transfert de certification. Aujourd'hui, lorsque vous créez un compte sur la plateforme Noé, vous avez la possibilité, renseigner une étape qui, correspond au transfert de certification, dans laquelle vous pouvez intégrer votre certificat Qualiopi et nous permettre d'identifier si vous êtes dans la période de réalisation, de la surveillance ou du renouvellement. Dans ce cas-là, l'assistant à la certification qui va recevoir la demande va vous faire une proposition de date d'audit pour vous permettre de réaliser cet audit dans les périodes conformes. Et donc même principe, après on revient sur le même modèle que pour un client ICPF, puisque vous le devenez d'ailleurs, vous obtenez une date d'audit, vous réalisez l'audit et vous pouvez poursuivre ensuite votre parcours de certification Qualiopi. Donc, pour les personnes qui sont concernées, vous avez la possibilité d'effectuer l'action. Il y a un lien qui vous a été partagé. Maintenant, on va voir en tant que client ICPF, comment s'effectue la planification de l'audit. Donc, avec ce premier écran, Laura, donc quelles sont les étapes à remplir pour effectuer cette planification? Alors, pour planifier l'audit de surveillance ou l'audit de renouvellement, donc sur votre tableau de bord Noé, vous avez un petit encart qui vous donne soit audit de surveillance ou audit de renouvellement. Et donc, vous cliquez sur planifier votre audit. Donc, en cliquant sur cette partie planifier l'audit, donc vous aurez, comme affiché sur l'écran, la demande à faire. Donc, tout d'abord, il faut déclarer un certain nombre de points, donc comme stipulé sur la photo, donc la catégorie d'action de formation que vous voulez pour l'audit. Ensuite, les adresses de l'organisme, donc bien mentionner l'adresse du siège, l'adresse de lieu de déroulement des actions, si vous avez un local de formation et le lieu de là où il y a du personnel. Comme ça permet de voir s'il y a un site, etc. Donc, pour qu'on puisse vous donner une proposition adéquate. Ensuite, il faut fournir des documents. Donc, ces documents, ils sont nécessaires et obligatoires depuis l'arrêté du 31 mai. Donc, il faut joindre l'organigramme de l'organisme de formation. Alors, il y a beaucoup de questions, même si vous êtes seul et indépendant dans votre organisme de formation, il faut que vous ayez un organigramme. Donc, vous mettez juste que vous êtes tout seul dans l'organisme de formation.
Ensuite, il faut joindre votre dernier bilan pédagogique et financier, donc le dernier en date, et ensuite mettre une description de l'activité de votre organisme de formation, donc indiquer si vous avez des formations à distance ou pas, si vous avez des formations certifiantes ou diplômantes, si vous avez des formations en situation de travail, si vous faites appel à des sous-traitants ou si vous-même vous intervenez pour un autre organisme de formation. Donc, après avoir fourni tous les documents pour l'audit, donc là, vous faites une demande de date. Donc, vous donnez les créneaux de disponibilité. Vous avez aussi un encart de commentaires, donc n'hésitez pas à donner vos préférences de date. Est-ce que vous préférez le matin ou l'après-midi si c'est un audit d'une demi-journée ou d'un jour et demi? Donc, plus vous nous donnez d'informations, mieux c'est pour le traitement de votre proposition. Ensuite, il faudra du coup positionner pour l'audit de renouvellement, donc c'est obligatoirement en présentiel. Par contre, pour l'audit de surveillance, vous pouvez faire le choix d'effectuer l'audit à distance. Donc, il faudra cocher à distance pour faire l'audit à distance. Bien évidemment, c'est si votre audit initial a bien été effectué en présentiel. Comme il y a eu la période Covid, il y a des organismes de formation où leur audit initial était en distanciel. Donc là, l'audit de surveillance se fait obligatoirement en présentiel. Et ensuite, donc vous donnez le lieu de l'audit. Donc si vous avez un lieu de déroulement d'actions de formation, donc des locaux, l'audit se fait obligatoirement dans vos locaux. Si vous n'avez pas de locaux, donc soit vous décidez de faire l'audit chez ICPF ou dans des lieux loués pour l'audit. Alors, plusieurs questions, je vais en énoncer au moins une puisqu'elle était en Oui. lien avec la slide précédente. Une question de Charlotte. À quoi ressemble le bilan pédagogique et financier? Alors le bilan pédagogique et financier, en fait, c'est un bilan comptable donc que vous devez télétransmettre chaque année sur mon compte formation. C'est une déclaration obligatoire annuelle avant le 31 mai et en fait ça donne c'est vous donner les produits, d'où est-ce qu'ils proviennent, le nombre de stagiaires, est-ce que vous stipulez si vous avez du RNCP, etc. Est-ce que c'est des personnes internes, externes. Donc normalement, quand vous faites votre télétransmission, c'est un PDF que vous avez et que vous devez joindre à votre demande. Alors une autre question, on en parlait d'ailleurs justement, avant d'avoir, démarré le webinaire avec Laura. Une question de Frédéric: si on anticipe trop l'audit de renouvellement, perd-on d'autant le bénéfice de la deadline? Pas du tout. En fait, le prochain certificat vient à la date, au lendemain de la date de votre actuel certificat. Donc, si par exemple votre certificat se termine le 30 juillet, mais que vous effectuez votre audit de renouvellement en février, en fait, on va acter le maintien. Par contre, le nouveau certificat, il sera du 31 juillet. Donc, c'est vraiment le lendemain. Donc, vous ne perdez pas vos mois. Donc, au mieux anticiper, comme ça vous êtes tranquille. S'il y a des non-conformités, vous les traitez. S'il n'y en a pas, au moins l'audit de renouvellement a été effectué. Et de toute façon, vous ne perdez pas vos mois de votre cycle actuel. Vous aurez un nouveau cycle qui débute le lendemain de votre cycle actuel. Voilà, pour ces 2 précisions, on va repasser donc sur, le formulaire pour effectuer sa demande. Donc, je te rends la parole Laura sur la suite du contenu. Tout à fait. Alors pour finaliser la demande, donc on a l'option élaboration. Donc si vous n'avez pas cette option depuis l'audit initial, vous pouvez cocher cette option. En fait, cette option, c'est un dossier élaboration qui permet de préparer l'audit. Donc vous avez un accès sur la plateforme Noé avec l'ensemble des indicateurs où vous pouvez déjà mettre vos éléments de preuve, des commentaires, etc. Et ça vous permet de structurer et bien présenter les éléments pour le jour de l'audit. À savoir que cette option élaboration, il faut bien faire la différence, c'est que nous, en tant qu'auditeurs, on n'a pas accès à ces éléments de preuve en amont de l'audit. Donc là, c'est vraiment un dossier qui vous permet de structurer et de présenter de manière, on va dire,
calme et tranquille et reposante par rapport à la préparation en amont, mais en aucun cas l'auditeur a accès à ces éléments de preuve. Et cela, ça veut dire aussi que pendant l'audit, c'est vraiment la responsabilité de l'audité de présenter ces éléments de preuve. Donc, c'est pas l'auditeur qui va aller voir ces éléments que vous avez mis sur la plateforme. Donc, vous choisissez cette option. Si jamais vous voulez la choisir, de toute façon, on discutera ou on parlera de la planification avec le dossier élaboration. Et ensuite, normalement, la demande était effectuée. Alors sur l'aspect élaboration, le principe est qu'on ne peut pas démarrer l'audit avant que l'audit démarre. Donc si, l'auditeur a en effet accès aux éléments de preuve avant que l'audit démarre, là, on n'est pas dans le respect de la réglementation, Tout à ce fait. qui pourrait nous coûter notre accréditation. Donc, c'est le principe, de base de l'élaboration. Donc en effet, ça vous permet de gagner du temps sur votre préparation, mais il ne constitue pas, une plateforme pour échanger avec l'auditeur en amont de l'audit. Une question de Tiffany avant de poursuivre sur le contenu de la demande. Peut-on profiter de l'audit de renouvellement, pour y rajouter des extensions, ou doit-on faire un audit en plus? Alors, pour l'audit d'extension, en fait, il faut faire un audit à part euh, pour rajouter une catégorie d'actions de formation, ou sinon vous pouvez le faire avec l'audit de renouvellement, mais la durée va rajouter la durée de l'audit d'extension par rapport à la catégorie d'action que vous voulez rajouter. Alors je passe à la suite donc sur l'étape de la demande. Donc en effet, après avoir complété cette étape, vous avez la confirmation de la fin de la demande qui a bien été envoyée. Elle est traitée directement par le service planning qui se chargera de vérifier la conformité de la demande si les événements ont bien tous été complétés et à la suite vous envoyez donc une proposition qui contiendra une date et éventuellement un budget s'il y a des frais de modification, adaptation de certificat ou alors de déplacement. Alors je vois une question d'ailleurs qui a été posée, alors je vais essayer de la retrouver, qui concernait un organigramme. Est-ce que ça te parle, Laura, dans la partie question? Non, j'ai pas lu cette question-là. J'ai envoyé l'organigramme lors de la demande d'audit, mais comme je suis seule, je ne l'ai pas rempli comme il fallait. Comment faire Ah, pour le modifier avant l'audit? Alors, vous pouvez, par rapport au service client, remettre l'organigramme ou avant l'audit, l'auditeur prend toujours contact avec l'audité et donc vous pouvez lui envoyer l'organigramme modifié par rapport à celle qui est sur la plateforme Noé. bon, c'est bien cette question que je cherchais. Merci, Laura. Donc, à la fin de la demande, vous avez deux possibilités. Premier cas, il n'y a pas de frais supplémentaires à payer. Autre cas, il y a des éventuels frais de déplacement à régler. Donc là, vous avez la possibilité d'effectuer le paiement directement depuis la plateforme afin de passer à la suite. Une fois que l'audit est planifié, vous avez un nouvel encart qui s'affiche depuis votre tableau de bord. Laura, quel est-il et pourquoi l'utiliser? Alors, donc, lorsqu'on prend le dossier élaboration par rapport à la demande, donc vous avez un encart élaboré le dossier. Et donc, en cliquant dessus, vous aurez accès sur la plateforme Noé à l'ensemble des indicateurs en visualisation. Et donc, vous pouvez, pour chaque indicateur, mettre des éléments de preuve et rajouter des commentaires écrits qui peuvent vous aider pour l'audit. Donc, vous remplissez par rapport aux indicateurs, sachant que, point très important, vous aurez tous les indicateurs, même si c'est des indicateurs qui ne sont pas applicables dans votre cas. Donc, par exemple, si je ne fais pas de formation qui conduise à une certification professionnelle, j'aurai quand même l'encart indicateur 3, mais vous pouvez mettre non applicable avec pourquoi c'est non applicable et le montrer à l'auditeur. Donc, vous aurez tous les indicateurs, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tous vous concernent. À part les indicateurs où c'est une catégorie d'action qui ne vous concerne pas. Donc, par exemple, si vous êtes sur l'action de formation, donc vous n'aurez pas les indicateurs CFA, donc comme l'indicateur 20, etc. Donc, une fois que l'audit, enfin le dossier est préparé avec ou sans élaboration, comment se déroule l'audit?
Donc, comment se déroule l'audit? Donc, l'auditeur, soit il est à distance ou en présentiel, ça se passe selon 3 phases. Donc, une réunion d'ouverture, ensuite l'évaluation des indicateurs, puis une réunion de clôture. Donc, pendant cet audit, vous avez la responsabilité de démontrer la conformité de votre dispositif par rapport aux attendus du référentiel national qualité en démontrant ou en présentant des éléments de preuve factuels. Donc, il faut montrer les éléments de preuve pour tout ce qui a été mis en œuvre par rapport à l'échantillonnage qui a été pris par l'auditeur en réunion d'ouverture. Donc, vous n'avez pas l'échantillonnage en amont. L'échantillonnage se fait par l'auditeur en réunion d'ouverture et du coup, vous présentez tous les éléments de preuve par rapport à l'échantillonnage. Ensuite, donc à l'issue de cet audit, il y a une réunion de clôture qui va du coup récapituler les constats de l'audit. Donc pour des éventuelles non-conformités, donc si c'est des non-conformités majeures, donc vous avez 3 mois pour traiter les non-conformités majeures. Alors pour cette durée, il faut donner des preuves d'action de mise en œuvre. C'est ce qui est attendu pour lever les non-conformités majeures. Si c'est des non-conformités mineures, donc vous avez 1 mois. Par contre, vous envoyez un plan d'action de traitement des non-conformités mineures. Et ensuite, à l'audit suivant, l'auditeur reprend ces non-conformités et voit l'action mise en œuvre pour lever définitivement la non-conformité mineure. Si c'est une non-conformité liée à l'usage des marques, donc le logo Calliope, l'affichage du certificat, si vous n'affichez pas le certificat dans les locaux ou sur votre site internet, donc là vous avez 30 jours pour lever ces non-conformités. Sachant que si vous avez plus que 5 non-conformités majeures, c'est un audit complémentaire qui est facturé pour lever les non-conformités. Par contre, et en revanche, si c'est moins de 5 non-conformités majeures, tout se passe sur la plateforme Noé. L'auditeur vous envoie le dossier de votre côté. Vous mettez les éléments de preuve de manière argumentée avec des preuves ou un plan d'action selon si c'est une non-conformité majeure ou mineure. Et ensuite, vous soumettez le dossier qui rebascule directement du côté auditeur et qui traite soit il lève ou pas la non-conformité. Si c'est levé, ça passe en revue. Si ce n'est pas levé, il vous rebascule le dossier de votre côté. Alors, 2 questions par rapport à cette slide. Je vais ajouter un complément avant de les énoncer. La différence entre la non-conformité majeure et la mineure, au-delà du délai de traitement que vous avez sous les yeux, c'est que la non-conformité majeure, bloque l'émission du certificat et que la non-conformité mineure ne la bloque pas, bien sûr en fonction du nombre, qui est prévu. Si vous allez au-delà de 5, elle est, transformée en majeure et donc là, vous avez, un certificat qui est bloqué. Donc les questions, posées il y a quelques instants en rapport avec cette slide, une question de Charles: «À quoi correspondent exactement ces échantillons? Cela correspond-il à des formations réalisées?» Alors, l'échantillonnage, bien évidemment, se porte sur des formations réalisées. L'échantillonnage, donc si on est sur un audit de surveillance, il se porte sur toutes les actions réalisées depuis l'audit initial. Si on est sur un audit de renouvellement, l'échantillonnage se porte sur toutes les actions de formation réalisées depuis l'audit de surveillance. Alors, par rapport à l'audit de surveillance, si vous n'avez pas eu d'action de formation depuis l'audit initial, ce n'est pas bloquant, mais il faut réaliser l'audit de surveillance. On va voir les process qui sont toujours en place pour l'organisme de formation. Par contre, et en revanche, pour l'audit de renouvellement, il faut obligatoirement qu'il y ait une action de formation d'effectuer depuis l'audit de surveillance pour pouvoir passer l'audit. Autre question posée par Sandra: «Les éléments de preuve suffisent-ils pour l'audit ou le certificateur peut-il en demander en supplément?» Alors, je ne vois pas beaucoup des suppléments par rapport aux éléments de preuve que vous avez déjà préparés. Je ne sais pas si Thomas, tu as Je peut-être un peu plus. Moi, je la comprends comme ça. Par exemple, j'ai un élément de preuve que je présente. Est-ce que l'auditeur peut en demander un autre? Si l'élément de preuve présenté ne répond pas au niveau attendu,
l'auditeur peut demander des suppléments ou d'autres preuves qui permettent de répondre au niveau attendu de l'indicateur. Par contre, si l'élément de preuve que vous avez présenté répond au niveau attendu, l'auditeur ne demandera pas plus de preuves. On va poursuivre sur la suite de la présentation, notamment avec la partie 4 qui va vous permettre d'identifier les indicateurs et critères à préparer dans le cadre de la surveillance et ou du renouvellement. Donc, on a vu déjà quel était l'intérêt de ces audits, mais qu'est-ce qui est vu concrètement en termes techniques, Laura? Alors, un point particulier donc pour les audits de surveillance et de renouvellement, donc ce qui change par rapport à l'audit initial, c'est qu'on voit tout d'abord les non-conformités qui ont été identifiées à l'audit précédent. Donc, en tant qu'auditeur, on regarde votre rapport d'audit précédent et on voit les non-conformités que vous avez eues. Et donc, on va faire un point particulier et voir les actions associées par rapport à ces non-conformités, que ça soit mineur ou majeur. Ensuite, on va voir le bon usage des marques Calliope, ICPF et COFRAC. Donc, si vous utilisez les logos Calliope, ICPF et COFRAC, on va vérifier qu'ils respectent bien la charte d'usage, la charte graphique que vous retrouvez sur votre espace Noé avec le certificat et que la marque Calliope est bien utilisée dans le cadre d'une communication générale et bien spécifique parce que c'est l'organisme de formation qui est certifié et c'est pas une formation spécifique qui est certifiée Calliope. Et en dernier lieu, on vérifie l'affichage obligatoire du certificat. Donc ça, c'est depuis l'arrêté du 31 mai, il y a une obligation d'afficher le certificat dans les locaux de formation et sur le site internet. Donc, s'il y a des locaux de formation, il faut que vous affichiez le certificat. Si vous avez un site internet, il faut afficher le certificat. Si vous n'avez pas de locaux ni de site internet, donc à la demande d'apprenants ou de prospects ou de commanditaires par mail ou etc. Si vous n'avez pas de locaux ni de site internet et pas de demande, donc là, il n'y a pas d'obligation d'affichage de certificat. Quelle est la différence entre audit de surveillance et audit de renouvellement au-delà de la durée? Alors, au-delà de la durée, l'audit de surveillance est à minima sur une demi-journée, alors que l'audit de renouvellement est à minima sur une journée. Par contre, par rapport aux indicateurs, donc l'audit de surveillance est plus léger, donc plus light que l'audit de renouvellement. On voit les indicateurs, donc 1, 4, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 31 et 32. Donc ça, c'est pour les indicateurs communs, action de formation, bilan de compétences et VAE. Et pour la catégorie CFA, se rajoutent les indicateurs 14, 15, 20 et 29. À noter que si vous avez bénéficié de conditions aménagées à l'audit initial, il y a les indicateurs 8, 9, 13, 18, 23 et 30 qui sont rajoutés. Donc ça, c'est un audit de surveillance si vous n'avez pas été nouvel entrant à l'audit initial. Donc par contre, si vous aviez été audité en tant que nouvel entrant à l'audit initial, donc là, vous avez un audit de surveillance sur une journée et tous les indicateurs sont revus. Donc ça, c'est par rapport à l'audit de surveillance. Sur l'audit de renouvellement, donc tous les indicateurs, on vérifie tous les indicateurs et comme je vous ai dit, la mise en œuvre d'une action depuis l'audit initial est un prérequis au renouvellement de la certification. Donc il faut qu'il y ait une action de formation pour pouvoir faire l'audit de renouvellement. Alors 2 questions, Laura, qui ont été traitées sur cette slide, mais en rappel pour indiquer aux personnes qui ont posé que la réponse a été donnée. Une question de Scarlett, le temps de l'audit de renouvellement, de combien de temps est l'audit de renouvellement? Est-ce 0,5 jours, 1 jour ou 1 jour et demi? Alors, comme je l'ai dit, en fait, la durée des audits est réglementaire et dépend de votre bilan pédagogique et financier, donc de votre chiffre d'affaires, et dépend également du nombre de catégories d'actions qui entrent dans votre organisme de formation, dans la certification. Donc, ce que je peux dire, c'est que à minima, l'audit de renouvellement se fait sur une journée. Il n'y a pas moins
qu'une journée pour l'audit de renouvellement et pas moins qu'une demi-journée pour l'audit de surveillance. Et ensuite, donc c'est pour ça qu'on demande tous les éléments pour la demande, c'est pour voir effectivement la durée de votre audit. Et autre question, sur le contenu de l'audit. Oui. Donc, l'audit de renouvellement, porte-t-il sur toutes les formations, et pendant quelle période? Alors, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu, excuse-moi. Alors, une question de Georgetta. L'audit de renouvellement porte sur les formations faites pendant quelle période? Alors, l'audit de renouvellement se fait sur l'échantillonnage porté depuis l'audit de surveillance, à part si vous n'avez pas eu, en fait, si vous avez une action de formation depuis l'audit initial et pas en audit de surveillance, donc là, on va repartir avant. Sachant qu'il faut faire attention parce que quand c'est des formations longues, donc qui est à cheval sur 2 années, il se peut que l'auditeur reprenne l'échantillonnage qui a été fait, par exemple, à l'audit de surveillance, parce que cette action, du coup, a été entamée et a été prise pour l'audit de surveillance et elle a été finalisée en audit de renouvellement. Mais globalement, l'échantillonnage se fait par rapport à l'audit précédent. Autre question, avant de passer à la suite, une question de Isabelle. Y a-t-il un nombre de non-conformités majeures au-delà desquelles le certificat est invalidé? Alors pour répondre, non, le certificat n'est pas invalidé pour cause de nombre de non-conformités. En revanche, en fonction du nombre, de non-conformités, vous pouvez avoir un audit complémentaire, puisqu'on va considérer que le nombre sera trop important pour que, le traitement se fasse par écrit sur la plateforme Noé. Donc un nouvel audit, mais après, une fois que vous avez cet audit-là et que vous respectez les délais de traitement, donc qui sont de 3 mois ou 1 mois comme on l'a vu sur les slides précédentes, il n'y a pas d'invalidation de certification. Donc pour revenir à la suite, on a parlé à plusieurs reprises, de, versions de guides référentiels. En tout cas, si vous suivez l'actualité, on n'a pas encore abordé ce sujet-là dans le webinaire, mais c'est l'objet de la slide suivante. Donc vous allez voir différentes évolutions, notamment dans le cas de la sous-traitance. Donc pour l'instant, on n'a pas, posé de questions de ce type à l'oral, mais j'en ai vu plusieurs sur des situations, de donneurs d'ordre qui ont des sous-traitants ou de certifiés Qualiopi qui sont eux-mêmes sous-traitants et qui se posent des questions sur, la préparation de l'audit. Alors, on a eu plusieurs évolutions du référentiel national qualité. Donc, on est passé de la version 7 à la version 8, où la version 8, du coup, était applicable depuis le 23 janvier. Cette version est venue donner une définition dans le préambule du nouvel entrant et a donné plus de précision et de renforcement des exigences sur certains indicateurs. Ensuite est venue la version 9 qui est applicable maintenant depuis le 8 mars et qui, elle, prend en compte des aménagements concernant les sous-traitants. Donc déjà, on a une définition de la sous-traitance, toujours dans le préambule, et il vient donner les indicateurs qui sont concernés pour les sous-traitants dans le guide. On les verra par la suite vraiment pour les sous-traitants. Je Alors pense que c'est la slide d'après. Est-ce qu'il y a des ouais, questions? il y en a quelques-unes, mais je te laisse d'abord présenter, le contenu, de Ok. de de cette slide, donc sur, les notions qui ont été intégrées sur cette V9, pour, les sous-traitants. Donc, vous verrez par rapport à la V9, on a un encart sous-traitance sur quelques indicateurs. Donc, comme sur la capture tout en haut, lorsque le prestataire ou lorsque la prestation est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance, l'organisme certificateur tient compte des missions confiées pour l'appréciation de cet indicateur. Alors, cet encart-là change d'un indicateur à l'autre, donc il faudra voir. Donc, il y a beaucoup d'aménagements. À savoir que si l'indicateur contient cet encart, il faut tenir compte de l'encart quand l'échantillonnage est un échantillon d'une prestation en sous-traitance. Par contre, s'il n'y a pas cet encart-là, c'est que vous devez répondre à l'indicateur comme une formation directe. Pour ces indicateurs-là, il va vous être demandé de présenter le ou les contrats de sous-traitance relatifs à la formation échantillonnée.
et le statut de sous-traitant a bien été identifié en amont de l'audit et il est stipulé dans la version 9 dans le préambule. Et donc pour l'audit, il va se porter sur 6 critères au lieu de 7. Donc pour les indicateurs 1, 2 et 3, ça c'est le donneur d'ordre qui donne les conditions d'information du public. Donc ils ne sont pas audités pour le sous-traitant. En ce qui concerne les indicateurs 7, 9, 13, 16 et 28, donc tout dépend du type de mission confiée. Donc là, on va voir les missions que le donneur d'ordre vous donne. Donc si par exemple, le donneur d'ordre ne vous donne pas la mission d'informer le public bénéficiaire des conditions de déroulement de la prestation, donc ce n'est pas un indicateur qui va être applicable dans votre cas. En revanche, si dans les missions confiées, c'est le sous-traitant qui informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation, donc là, on va auditer cet indicateur. Et ensuite, il y a des conditions spécifiques qui sont appliquées pour les indicateurs 5, 26 et 30, également pour la partie sous-traitance. J'ai vu quelques questions comme ça. Donc, si vous n'êtes que sous-traitant, donc forcément les échantillons vont être que sur des formations sous-traitance, et donc en fait vous allez être audité sur comme je l'ai indiqué par rapport à cette slide-là. Si l'organisme de formation fait des formations en sous-traitance et des formations en direct, donc c'est l'auditeur qui choisit l'échantillonnage. Il peut très bien prendre que des formations directes et pas un échantillon de formation sous-traitance, ou que de la sous-traitance, ou les deux. Ça dépendra un petit peu de la pertinence. Si vous faites plus de chiffre d'affaires sur de la sous-traitance, c'est pas comme si, par exemple, vous ne faites que une ou deux actions de formation en sous-traitance et 100 en direct. Donc là, c'est l'auditeur qui va juger un petit peu la pertinence de son échantillonnage et il peut prendre que ça soit en sous-traitance ou en direct. Et quand il prend, par exemple, les deux, il va auditer la formation directe, donc par rapport à tous les indicateurs, et par rapport à la formation échantillonnée en sous-traitance, elle va être traitée comme cette slide-là pour les sous-traitants. Donc, pour le 1, pour le 2, pour le 3, ça ne sera pas audité. Ensuite, il y aura les indicateurs spécifiques, donc sur les autres indicateurs, là où il y a l'encart sous-traitance. Alors merci Laura pour cette explication. Je pense que ça clarifie les questions de plusieurs personnes. J'ai vu dans la partie questions qu'on avait plusieurs personnes concernées par cela, soit en tant que sous-traitant uniquement, ou alors une activité à 50% sur sous-traitance et en direct. Alors, on a une question dans le chat que j'ai, dans la partie questions, pardon, que j'ai perdu de vue. Mais en tout cas, la personne demandait une slide précise sur les évolutions, indicateur par indicateur. Ce sera la slide suivante. Et là, on va voir plutôt la dimension obligations spécifiques, notamment dans le cadre de formations inscrites, sur certains répertoires, l'accueil des personnes en situation de handicap et les formations à distance. Tout à fait. Alors, les obligations spécifiques par indicateur, donc là, ce qui a été rajouté ou précisé ou changé, donc là, pour les formations certifiantes qui sont enregistrées au RS ou RNCP, donc il faut mentionner le libellé exact de la certification, le code RNCP, le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification par rapport à l'indicateur 1. Sur l'indicateur 5, il faut bien préciser que vos objectifs sont bien conformes aux objectifs fixés par la certification. Pour l'indicateur 6, pareil, c'est que le contenu est bien en cohérence avec les objectifs inscrits dans le référentiel de la certification RNCP ou RS. Et pour l'indicateur 8, il faut montrer que les prérequis sont cohérents avec les prérequis de la certification inscrite au RNCP ou au RS. Donc ça, c'est pour les... Oui. On a une question d'ailleurs d'Alexandre sur cette dimension. Est-ce qu'il existe une différence entre renouvellement RS et renouvellement RNCP? Alors, la différence entre le renouvellement RS et RNCP, donc là, ce qu'on vient de dire, c'est vraiment des obligations spécifiques pour RS et RNCP. La seule chose qui change, c'est que les indicateurs 3, 7 et 16, en fait, c'est des indicateurs qui concernent des formations qui conduisent à une certification professionnelle. Donc là, c'est des indicateurs applicables pour le RNCP et pas pour le RS.
Ouais, merci. Je te laisse reprendre du coup la suite. Ensuite, donc pour l'accueil des personnes en situation de handicap, sur l'indicateur 6, on va voir qu'il y a une prise en compte dans la conception et la mise en œuvre des prestations du besoin des personnes en situation de handicap. Et enfin, sur les formations à distance, donc que ça soit en partie ou tout à distance, pour l'indicateur 19, il y a une obligation spécifique de démontrer qu'il y a la mise en œuvre d'une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le participant dans le déroulement de son parcours. Et donc, slide suivant sur les évolutions, indicateur par indicateur, par rapport à la version précédente. Alors, je suis allé un peu trop loin, voilà. Alors, donc pour les indicateurs de veille, donc 23, 24 et 25, maintenant l'absence d'exploitation de la veille entraîne une non-conformité mineure. Ensuite, pour l'indicateur 12, donc il y a un changement. Donc maintenant, cet indicateur ne s'applique que aux formations qui sont supérieures à 2 jours. Donc si vos formations sont inférieures ou égales à 2 jours, l'indicateur n'est pas applicable et on passe à l'indicateur suivant. Et la formulation des niveaux attendus évolue. Donc pour certains indicateurs, il y a eu des changements sur les niveaux attendus pour faciliter la compréhension des exigences attendues. Et finalement, donc il y a un glossaire qui a été intégré à la fin du guide qui facilite la compréhension de certains mots. Par exemple, il y a eu une définition de qu'est-ce que c'est aléa, difficulté, réclamation, des spécifications de qu'est-ce que c'est les délais d'accès, etc. Donc ça reprend un petit peu les mots intégrés dans le référentiel national qualité. Alors, on arrive à la fin de la présentation. C'est le moment de la conclusion avant de passer au traitement des questions-réponses, même si on a déjà bien avancé sur ce traitement-là. Donc, en 3 points, une fois la certification Calliope obtenue, donc après la réalisation de l'audit initial, vous entrez dans le cycle de surveillance et de renouvellement. C'est un cycle qui est continu et qui est rythmé par la réalisation des audits, donc de surveillance et de renouvellement. Le deuxième point, c'est, que dans le cadre de cette préparation et de cette réalisation, vous êtes invité à avoir une attention particulière sur l'utilisation conforme de la marque Calliope, dans le bon périmètre avec la mention, de votre périmètre de certification, l'affichage du certificat sur votre site internet et ou dans vos locaux, ainsi qu'aux éventuels changements de situation, qui pourraient être amenés sur, des sites ou alors un chiffre d'affaires dans le cadre de dans vos demandes. Le troisième point, c'est d'effectuer votre demande le plus tôt possible. Donc, je rappelle les délais à partir du 8e mois après la date d'obtention du certificat dans le cadre d'un audit de surveillance et à partir du 25e mois dans le cadre d'un audit de renouvellement. Donc vous avez, une dernière, bouton qui vous a été partagé pour planifier l'audit directement depuis la plateforme Noé et on va maintenant passer à l'autre partie de la conclusion pour vous rappeler quelques points avant le traitement des questions. Donc vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc d'ici quelques dizaines de minutes en fonction du temps qu'on va prendre sur, les questions, donc jusqu'à 15h30 maximum, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction qui vous ramènera, après l'avoir complété, vers 2 éléments. Vous aurez le support présentation au format PDF ainsi que le lien qui vous permettra d'accéder à la présentation en replay. Donc pour les personnes qui souhaiteraient accéder au replay après avoir complété le formulaire, je vous inviterai à patienter peut-être quelques secondes, voire quelques minutes, afin de laisser le téléchargement de la vidéo se faire. Donc c'est quelque chose qui prend quelques instants, mais en fonction de votre rapidité, vous aurez peut-être un temps de quelques secondes d'attente. Ensuite, troisième point, pour effectuer vos différentes démarches, vous avez accès à la plateforme Noé pour le faire directement, donc au travers du tableau de bord pour planifier l'audit de surveillance ou de renouvellement. Également pour vous engager dans d'autres démarches de certification, donc ça peut être directement sur Calliope avec, par exemple, l'audit d'extension, on l'a vu, au niveau des questions. Ça peut être au travers d'une autre démarche de certification, donc pour aller plus loin dans votre démarche qualité, saisir de nouvelles opportunités, l'ISO pour structurer votre développement, ICPF Pro pour faire reconnaître la personne physique au niveau, de son expérience et de son secteur d'activité et une troisième possibilité de rejoindre ICPF au travers du transfert de certification. Quatrième point, c'est que nous restons à votre service au travers de la plateforme Noé avec l'utilisation du service client depuis Noé ou le site internet.
Alors Laura, je te rends la parole si tu as vu des éléments que tu souhaites prioriser dans les questions. Est-ce qu'il y aurait une question qui t'a interpellé dans l'espace question? Alors, moi, la question que j'ai en haut, si j'ai bien compris, pas de locaux de formation, pas de certif affiché en dehors sur le site web. Donc, si c'est ce que je disais, s'il y a des locaux de formation, vous avez l'obligation d'affichage. Si pas de locaux de formation, pas d'obligation d'affichage. Un auditeur peut-il choisir une seule action de formation pour vérifier tous les critères? Effectivement, en fait, l'échantillonnage se fait en réunion d'ouverture. La mise en œuvre se voit à chaque fois pour cet échantillonnage que l'auditeur prend. Par contre, il y a des indicateurs qui sont un peu généraux, qui ne rentrent pas forcément par rapport à l'échantillonnage. Je prends par exemple l'exemple des aléas, difficultés et réclamations. Donc, vous pouvez montrer les modalités de traitement et pas forcément par rapport à l'échantillonnage qui a été pris par l'auditeur. Alors, une question de Julien, les donneurs d'ordre J'étais peuvent-ils... dessus. Ok, Les allez. donneurs d'ordre peuvent-ils faire appel à des professionnels formateurs externes salariés et donc non certifiés Calliope? Effectivement, le donneur d'ordre, il peut faire appel à des professionnels formateurs externes, donc ça sera des sous-traitants. Faites attention à bien respecter l'indicateur 27 où en cas de sous-traitance, il faut que le prestataire s'assure du respect de la conformité du référentiel par ses sous-traitants. Alors j'ai un doute par contre sur la formulation de la question puisqu'il est indiqué externe et salarié en même temps. Donc soit le formateur est externe et donc là il est sous-traitant, soit il est donc salarié Oui, et il fait partie de la structure. Mais en effet, dans le cadre de la sous-traitance, donc s'il n'est pas salarié du coup de l'organisme, vous pouvez faire appel à lui s'il n'est pas certifié Calliope dans certains cas. Donc le premier cas, c'est que la formation pour laquelle vous faites appel à lui est en dehors d'une formation qui serait financée par le CPF. Et si par contre cette formation est financée par le CPF, il faudra vous poser la question du statut. Donc si ce sous-traitant est ou n'est pas au régime microsocial, s'il n'est pas au régime microsocial, là, il devra obtenir Calliope. S'il ne l'est pas, il faudra qu'il justifie d'un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. Donc là, ça vous renvoie au contenu du décret relatif à la sous-traitance que je vous invite à consulter. Mais voilà, il y a 3 points à prendre en compte. Le type de financement, le statut du sous-traitant et son chiffre d'affaires si son statut n'est pas celui et au microsocial. Alors question suivante, qui est en lien d'ailleurs, une question de Sacha, mais la réponse est du coup la même. Les sous-traitants doivent-ils être certifiés Calliope? La réponse est oui, mais dans certains cas, donc pareil, heu, quel est, le type de financement sur lequel il intervient pour la formation? Quel est son statut et quel est son chiffre d'affaires? On a d'ailleurs un test de positionnement qui est disponible depuis notre site internet. Je vais demander à Lucas de vous le partager directement dans le chat pour, savoir si, en tant que donneur d'ordre, vous avez un sous-traitant qui est concerné ou si vous-même vous êtes sous-traitant, savoir si vous êtes concerné par l'obtention de Calliope. Alors, une question posée par Marion. Pouvons-nous revenir rapidement sur les nouveautés de la V8, s'il vous plaît, car je ne suis pas concernée en tant que sous-traitante. alors là, on l'a abordé sur la slide des obligations ou des points par rapport à la V8, parce que en fait, la V8 et la V9, c'est la même version. Euh, c'est juste que la V9 a pris en compte la sous-traitance. Et donc, en fait, les points qu'on avait vus par rapport au RNCP, RS, la formation à distance, donc pour l'indicateur 19, etc., c'est les nouveautés de la version 8. Donc finalement, que je sois sous-traitant ou donneur d'ordre avec des sous-traitants, j'utilise la version 9 et j'identifie les indicateurs qui me concernent directement. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, parce que enfin, elle demandait les nouveautés, donc c'est les nouveautés qu'on a mis dans la slide point particulier. Donc en fait, c'est les nouveautés de la V8 également, parce que la V9 reprend la V8, mais avec enfin, les spécificités sous-traitants.
Alors, question de Gaëtan, qu'entendez-vous par conditions aménagées à l'audit initial? Alors ça, c'est par rapport à l'audit initial, il y a les personnes qui étaient au CNEFOP et qui ont bénéficié de conditions aménagées, donc ils n'ont pas eu tous les indicateurs à l'audit initial. Et si vous voulez savoir si vous êtes dans le cas là, il faut reprendre votre rapport et au tout début, vous avez rapport dans des conditions aménagées ou rapport définitif normal. Alors, question de Charles, peut-on faire un audit initial si l'on n'est pas nouvel entrant? Tout à fait. Donc, en fait, un audit initial, si vous êtes sur votre première année d'activité, vous serez audité en tant que nouvel entrant. Si vous n'êtes pas sur votre première année d'activité, donc vous n'êtes pas nouvel entrant et du coup, tous les indicateurs vont être audités. Alors, une question de Denis, sur le site web, est-on obligé de faire apparaître les prix ou d'inviter plutôt à contacter nous-mêmes, enfin, d'inviter les visiteurs à nous contacter? Alors, en fait, le niveau attendu par rapport à Calliope, c'est donner une information sur le tarif. Donc, si vous donnez une information que le tarif est au besoin ou à voir avec l'organisme de formation, c'est que vous donnez une information sur le tarif et que le tarif sera vu par la suite via un devis, etc. Alors, question de Vanessa, si j'ai bien compris, l'échantillonnage sera fait sur toutes les formations depuis l'audit de renouvellement et pas celle de la dernière année. Tout à fait. Alors, si l'échantillonnage se fait sur toutes les formations, depuis l'audit de surveillance, vous voulez dire Voilà, tout l'audit de dépendra du coup renouvellement? à Tout l'audit dépend de que vous devez l'audit. préparer, oui. C'est ça. En fait, c'est pas que sur la dernière année, c'est plutôt par rapport au dernier audit effectué. Donc, si vous passez un audit de renouvellement, ça sera par rapport à l'audit de surveillance. Si vous passez un audit de surveillance, donc ça sera par rapport à l'audit initial. Question de Fabienne, est-ce que Calliope est encore utile pour un organisme dont le siège est ailleurs qu'en France, en Europe, puisqu'un OPCO me refuse de prendre en charge des formations, mais exige que ce soit un représentant qui le fasse? Or, mon représentant ne donne pas de formation dans mon domaine. Alors, est-ce que le Calliope est encore utile pour un organisme dans le siège et ailleurs qu'en France, puisqu'un OPCO refuse de prendre en charge mes formations et exige que ce soit mon représentant qui le fasse, or ne donne pas de formation dans mon domaine? Alors, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être en interne par rapport à l'OPCO, mais Une question pas évidente. oui, alors j'ai pas vraiment la réponse là directement parce que ça dépend de plusieurs paramètres, mais en tout cas le Calliope est demandé. En tout cas, si le siège est ailleurs qu'en France, mais que vous avez des actions de formation en France et que vous voulez bénéficier des financements, il faut effectivement être Calliope. Par contre, par rapport à l'OPCO et le représentant, ça il faut voir au cas par cas quel OPCO, etc. Et il est même possible de réaliser les actions depuis l'étranger, si c'est surtout à distance, hein. Il y a certains pays Oui. qui peuvent le faire, enfin c'est le cas d'ailleurs dans tous les pays. Vous pouvez très bien avoir des formateurs à l'étranger qui forment depuis l'étranger des personnes françaises. Donc là, le financement s'applique, donc la localisation n'a pas d'importance sur cette question. Tout à fait. Donc, si l'OPCO l'exige, bah, le représentant peut faire la formation à distance pour que ça soit lui qui soit dans son domaine de formation. Mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de reformuler cette demande Oui, auprès de nos services clients pour qu'on ait une étude plus approfondie de ce cas-là et de vous apporter une réponse précise. plus précise, effectivement. Alors, je continue au niveau des questions. Alors, concernant la surveillance, j'ai réalisé un bilan pédagogique et financier, mais je n'ai pas réalisé de formation. Que se passe-t-il dans ce genre de cas?
Alors, comme je l'ai dit précédemment, pour l'audit de surveillance, il n'y a pas d'obligation d'avoir fait une action de formation depuis l'audit initial, donc c'est votre cas. Vous devez impérativement quand même faire votre audit de surveillance et de suivi entre le 14e et le 22e mois. L'auditeur, du coup, va vérifier que les process sont toujours là. Par rapport à l'organisme de formation. Par contre, et en revanche, il faut faire attention pour l'audit de renouvellement, il faut qu'il y ait une action de formation. Alors, une question qui vient d'être posée par Sacha, mais c'est en réaction à ce qu'on a dit précédemment. Je n'arrive pas à la raccrocher. Alors, elle indique si nos sous-traitants remplissent les conformités référentielles pour les formations à distance à l'étranger. Est-ce que tu pourrais y répondre, Laura? Si, alors j'ai pas bien compris si tu peux reprendre. Alors, ça a été posé il y a 1 minute, question posée par Sacha, si nos sous-traitants remplissent les conformités référentielles pour les formations à distance à l'étranger. Alors j'ai pas très bien compris la question. J'ai pas compris l'attendu de la question. Alors, il faudrait, je pense, reformuler la question, Sacha, Oui. dans l'espace, de manière complète pour qu'on puisse vous apporter la réponse. Alors, question suivante. Mais en tout cas, Le- si la question est que les sous-traitants sont à l'étranger et que l'action de formation se fait à distance par ce sous-traitant, bah c'est comme a dit Thomas, l'action de formation va être échantillonnée et auditée et doit répondre au référentiel national qualité. Et après, là, je vois d'autres questions qui concernent des situations à l'étranger, dans le cas de la sous-traitance. Donc, on attend déjà depuis plusieurs mois une FAQ de la DGEFP qui viendrait éclaircir des situations de sous-traitance à l'étranger. Pour l'instant, il y a une sorte de vide au regard de la certification Calliope. Donc, on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions. Là, je vois notamment une question de Isabelle. Donc, en aide de renouvellement, j'ai un intervenant prestataire étranger. Est-il tenu d'avoir un numéro de déclaration d'activité? Alors, sauf erreur de ma part, Laura, aujourd'hui, on n'a pas de réelle position par rapport à ça. Non. Par Mm. rapport à ça, on n'a pas, c'est encore flou, on n'a pas encore de directive claire, je vais dire, à ce sujet. Voilà, donc nous, on attend la publication de cette FAQ par la La seule DGEFP. Et chose que puis, je peux dire, c'est que nous, en tant qu'auditeur sur Calliope, on n'exige pas de voir le numéro de déclaration d'activité d'un prestataire externe ou d'un sous-traitant. Les seuls indicateurs, c'est voir que vous identifiez les compétences, la maîtrise des compétences, que les personnes intervenantes sont bien en adéquation par rapport à la formation réalisée. Mais en aucun cas, on ne peut exiger un numéro de déclaration d'activité pour l'obtention de la certification Calliope ou le maintien ou le renouvellement. alors, question de Virginie. Euh, Alors, en est-il de même pour le programme? Doit-il être accessible directement via le site internet? Alors, je pense que c'est en réponse à tout ce qui était par rapport au prix Oui, du par rapport financement. à la diffusion. Alors en fait, la diffusion de l'information, c'est donner une diffusion d'information au public. Ce n'est pas écrit que ça c'est obligatoirement sur le site internet. Ce qui est demandé ou le niveau attendu, c'est donner une information aux prospects ou aux apprenants ou au grand public. Donc ça peut se faire via le site, via mail, via les réseaux sociaux, via des affiches, des livrets. Donc il n'y a pas d'obligation que ça soit directement accessible via le site internet. Alors, question de Sandra, dans le cas d'un organisme de formation interne, y a-t-il une obligation de certification des formateurs euh, qui sont finalement des formateurs occasionnels? Est-ce qu'il y a des obligations de ces formateurs, c'est ça? Des obligations de formateurs, enfin, une obligation de former les formateurs internes et qui sont Euh, qui seraient des formateurs occasionnels. Par rapport au niveau attendu des indicateurs, il n'y a pas de niveau attendu de former les formateurs externes.
Ce qui est attendu, c'est que les formateurs externes maîtrisent les compétences identifiées pour réaliser la prestation et que vous assurez qu'ils respectent bien la conformité au référentiel national qualité puisque vous êtes un organisme certifié Calliope. Alors, une question de Vanessa. Nous sommes certifiés Action de formation plus apprentissage. Nous allons être Oui. renouvelés le 10-24 sur 3,5 jours. J'ai demandé à mon certificateur un devis pour ajouter la VAE, mais j'ai du mal à avoir un retour. Est-ce possible d'ajouter cette demande pendant notre audit? En tout cas, si la demande était faite auprès de nous, vous aurez eu la réponse plus rapidement, je pense. Mais je te laisse compléter, Laura. Oui, alors il faut faire une demande soit sur le service client pour dire qu'il faut rajouter la VAE. De ce que je comprends, Vanessa n'est pas certifiée chez nous. Ah, Elle d'accord, ok. indique que j'ai demandé à mon certificateur un devis pour ajouter la VAE. Normalement, oui, c'est un audit d'extension et vous rajoutez la VAE. La seule chose, c'est qu'il faut, pour le passage de l'audit, qu'une action de formation VAE ait lieu. Alors, je vois qu'elle a complété d'ailleurs avec un autre message, sachant que nous n'avons pas de dossier VAE en cours, mais nous voulons pouvoir présenter le projet. C'est pas possible en fait depuis l'arrêté du 31 mai, on ne peut pas faire d'audit s'il n'y a pas d'action réalisée. Donc en fait, si vous n'avez pas d'action réalisée VAE, vous pouvez pas être audité sur des process, que ça soit en tout cas VAE, action de formation, CFA. Faut bien le savoir parce que depuis le 31 mai, s'il n'y a pas d'action, en tout cas, si elle n'est pas terminée pour les formations courtes ou entamée pour les formations longues, l'audit ne peut pas avoir lieu. L'auditeur ne peut pas faire Après, si je me trompe pas, il n'est pas obligé que ce soit une formation financée. Enfin, ça peut être une Non, formation qui est faite à titre gratuit, histoire tout de à justement fait. lancer cette activité. Ça peut être à titre gracieux, ça peut être aussi payé par le participant lui-même, mais il faut qu'il y ait une action de formation. Alors, question de Stéphane, l'audit peut-il être passé par une autre personne que le ou la gérante du centre? Alors, pour l'audit, il doit être effectué par une personne qui est interne à l'organisme de formation, donc qui est indiqué dans l'organigramme. Donc, c'est pas forcément le gérant, ça peut être la responsable qualité ou la responsable administrative, mais ça doit être une personne interne à l'organisme de formation. Question de Marion, pourriez-vous redéfinir ou donner un exemple concret de la sous-traitance, s'il vous plaît? Elle est entendue quand l'organisme certifié fait appel à des formateurs extérieurs ou bien quand l'OF est lui-même prestataire de formation à la demande d'un autre organisme qui a ses propres clients à former. Alors en fait, la sous-traitance, c'est lorsqu'un organisme de formation a l'action de formation et donc vous sous-traite ou vous confie la réalisation de cette action de formation. Et donc là, c'est un contrat de sous-traitance qui est fait avec l'organisme de formation parce qu'en fait, c'est pas vous qui êtes en lien avec le client direct, c'est le donneur d'ordre. Et donc là, vous êtes dans le cadre de la sous-traitance. Alors, une question à l'audit de surveillance, les indicateurs 2, 12, 24 et 25 ne figurent pas. Est-ce volontaire? Alors ça, c'est depuis l'arrêté du 31 mai. Il y a moins d'indicateurs qui sont vus à l'audit de surveillance. Donc, c'est les indicateurs qu'on a vus. Et effectivement, ces indicateurs-là, il y en a même plus que ça, mais ceux que vous venez de mentionner ne sont pas vus à l'audit de surveillance, à part si c'est des indicateurs où vous avez eu des non-conformités à l'audit précédent. Et donc là, ils sont intégrés et sont revus à l'audit que vous allez passer. Alors, une question de Julien. Quels sont les critères lors des audits de renouvellement qui sont majoritairement retrouvés dans les non-conformités? Alors, en audit de renouvellement,
Généralement, l'organisme de formation est déjà dans le process, donc c'est pas tout nouveau. La plus grande partie de non-conformité que je remarque actuellement, c'est par rapport à l'affichage du certificat dans les locaux et sur le site internet, donc par rapport à l'usage des marques. Et sur les indicateurs, c'est assez variable, mais c'est plutôt par rapport à des spécifications qui sont sorties sur la V8 et la V9. Donc, par exemple, si vous faites du RNCP ou du RS, vous n'avez pas diffusé l'information sur le code de la certification, la date, etc. Donc, c'est plutôt par rapport à ces changements de version que l'organisme ne prête pas des fois attention parce qu'il ne fait pas que de la formation ou parce que ça lui a échappé. Alors, il nous reste environ une dizaine de minutes. Je vois qu'il y a encore de nombreuses questions, donc je vous invite à voter pour là où les questions sur lesquelles vous souhaitez une réponse. Ça vous permettra de les prioriser, puisque je ne pense pas qu'on aura le temps de toutes les voir. Donc, je vais prendre la première de la liste qui a reçu le plus de votes, donc en l'occurrence 3. C'est une question posée par Jean-Michel. Comment se passe l'échantillonnage lorsque les formations sont réalisées sur mesure, donc toutes différentes les unes des autres, en fonction des besoins des clients? Oui. Alors, en fait, l'échantillonnage se font sur les formations réalisées. Donc là, par exemple, si l'auditeur prend une formation type, ben, il va vérifier que pour cette formation type, tous les indicateurs, il y a des preuves que le niveau attendu de tous les indicateurs sont là. Donc, par exemple, il y a eu une analyse de besoin pour l'indicateur 4, que les objectifs sont bien définis, etc. Donc, on va vérifier que tous les niveaux attendus sont là pour cette formation sur mesure. Alors, question suivante qui a été envoyée par Virginie par rapport à la réponse qui a été apportée juste avant. Donc, même question pour l'audit de surveillance. Est-ce qu'il y a des non-conformités qui reviennent plus souvent que d'autres? Alors, donc pareil par rapport à l'affichage du certificat et l'usage des marques, surtout à l'audit de surveillance, parce que à l'audit initial, vous ne communiquez pas sur Calliope, ce qui est normal parce que vous n'êtes pas encore certifié. Et à l'audit de surveillance, on se retrouve avec des organismes de formation qui mettent le logo un peu partout. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de bien lire la charte d'usage et la charte graphique et de ne pas oublier la mention obligatoire sur le logo. Parce que des fois, on a le logo et on oublie la petite mention obligatoire qui spécifie les catégories d'actions auxquelles votre certificat a été délivré. Donc ça, c'est une mention obligatoire. Donc ça, c'est par rapport à l'usage des marques. Par rapport aux indicateurs sur l'audit de surveillance. Alors, il faut savoir qu'après, on retrouve de tout, donc c'est assez compliqué de donner des généralités. Et en plus de cela, je suis en plus dans une région qui sont très carrées, donc j'ai vraiment très peu de non-conformité. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à faire, c'est regarder par rapport à l'audit initial votre rapport, qu'est-ce qui a été répondu et comment. Donc ça vous remet dans le bain de la certification Calliope. Et faut pas oublier que pendant l'audit de surveillance, l'échantillonnage se fait en réunion d'ouverture. Donc ça peut être sur tout ce qui a été fait depuis l'audit initial. Donc il faut vérifier tous les dossiers. Alors qu'à l'audit initial, généralement, on n'a qu'une action de formation ou deux. Donc, c'est un peu plus facile, on va dire, qu'après à l'audit de surveillance. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un relâchement par rapport à l'audit initial. Question de Isabelle. Combien de jours avant l'audit reçoit-on le plan d'audit? Alors, je vois d'ailleurs, j'ai vu passer une autre question d'ailleurs, Oui, je l'ai d'une vu personne, aussi. je crois, qui a un En audit le août. 8 août, ouais, qui Oui. n'a pas encore reçu le plan. Alors, en général, l'auditeur envoie le plan d'audit une semaine à l'avance avec la confirmation et prend contact avec vous ou vous laisse un message vocal pour confirmer l'adresse, etc. et avoir un premier contact avec l'audité. Si jamais vous êtes dans le cas où vous n'avez pas le plan, vous pouvez laisser un message sur le service client
pour demander le plan d'audit et on fera la demande à l'auditeur pour essayer de vous le fournir le plus rapidement possible. Alors, une question posée par Teddy. Un organisme n'ayant pas eu d'activité durant l'année du premier certificat, comment cela se passe dans le cadre de la surveillance pour garder Calliope? Alors, on a déjà répondu à cette question, mais je vais y répondre encore une fois. Par rapport à l'audit de surveillance, il n'y a pas d'obligation d'avoir d'action de formation. Par contre, il faut passer votre audit de surveillance et l'auditeur va voir que les process sont toujours là dans votre organisme de formation. Par contre, pour l'audit de renouvellement, il faut impérativement une action de formation. Alors, si pour mon audit de surveillance, je n'ai pas encore de bilan pédagogique et financier, comment remplir cet indice? Alors, si vous n'avez pas de bilan pédagogique et financier, l'auditeur va vous demander, ou par rapport à la demande, normalement, vous donner le chiffre d'affaires perçu par catégorie d'action euh, sur votre demande. Si l'on fait uniquement de la sous-traitance en co-animation, peut-on être audité sur cette partie? Oui, parce que, enfin, du coup, alors ça dépend. Co-animation, il faudra voir du coup quelles sont les missions confiées et enfin comment la formation est faite. Mais si c'est un contrat de sous-traitance, donc là vous serez audité par rapport à la V9, enfin comme un sous-traitant. Alors, je suis en train de regarder, je vais trier une autre manière les questions. Alors, question de Denis, si l'on intervient dans des écoles, est-ce comptabilisé dans le cadre de la certification, dans l'enseignement supérieur? Alors, si vous intervenez en sous-traitance, oui, la formation échantillonnée, enfin, les formations là peuvent être des formations échantillonnées. Alors, je pense que c'est en lien avec la demande du plan d'audit. Question de Isabelle, la responsable VAE est présente seulement le deuxième jour de l'audit. Peut-on aménager le déroulement pour que les indicateurs de VAE se fassent quand elle est là, j'imagine? C'est possible. Il faudra du coup, lorsque l'auditeur vous envoie le plan d'audit, spécifier cette demande pour pouvoir voir comment faire pour aménager le déroulement. Parce qu'à savoir que quand il y a plusieurs actions de formation, en fait, on voit l'indicateur et on voit toutes les catégories d'actions et on ne passe à l'indicateur suivant que quand on finit. Par exemple, quand on va voir l'indicateur 1, bah, je vais voir action de formation, bilan de compétences, puis VAE si par exemple il y a les trois, et ensuite on passe à l'indicateur 2. Mais l'aménagement peut être possible si la responsable ne peut être là que le deuxième jour, ou vous pouvez par exemple faire tous les indicateurs dans l'ordre et les preuves que la responsable VAE peut apporter, laisser par rapport à la demi-journée d'après. Alors, on va encore traiter quelques questions avant de mettre un terme à la diffusion. Je pense trois, quatre questions maximum. Question de Marion. Donc, merci pour votre réponse sur la sous-traitance. Si le donneur d'ordre n'est pas un organisme de formation, est-ce de la sous-traitance? Donc, première question. Et si le donneur d'ordre est un organisme de formation qui n'est pas Calliope, sommes-nous responsables en tant que sous-traitants certifiés du respect de la procédure? Alors, pour la partie, si le donneur d'ordre n'est pas un organisme de formation, et du coup, ce serait quoi si ce n'est pas un organisme de formation? Je pense pas que ce cas de figure peut arriver, mais je peux me tromper aussi.
Si vous pouvez juste me rajouter plus d'infos sur ça. Mais par rapport à la deuxième partie, si le donneur d'ordre est un organisme de formation qui n'est pas Calliope, alors nous, on ne demande pas si l'organisme de formation est Calliope ou pas. Nous, on va voir les indicateurs qui vous sont concernés. Si le contrat de sous-traitance, il n'y a pas l'émission, donc les indicateurs ne sont pas applicables. Par contre, il y a des indicateurs qu'on va voir, comme par exemple l'analyse du besoin, indicateur 4, ou l'indicateur 8 sur le positionnement et la vérification des prérequis. Donc, il sera audité, vous serez audité comme n'importe autre sous-traitant, que l'organisme ou que le donneur d'ordre soit Calliope ou pas. Je suis en train de regarder dans le fil s'il y a des questions plus prioritaires que d'autres. Je pense que ce sera la dernière. Est-ce que tu en vois une, Laura? Alors j'en vois une, donc c'est comment bien mettre en place l'indicateur 32 pour l'audit de renouvellement. Donc l'indicateur 32 ne change pas, que ça soit à l'audit initial, surveillance et renouvellement. Donc là c'est l'amélioration continue, donc des preuves d'amélioration continue et sur la base de l'analyse des satisfactions, insatisfactions ou réclamations, et pas forcément que, ça peut émaner aussi de vous toutes les preuves d'amélioration continue qui ont été effectuées depuis l'audit précédent. Bien, merci Laura pour cette dernière réponse. C'est sur ça qu'on va conclure. Donc, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Vous êtes encore plus de 80, vous êtes 80 maintenant à être présents pour ce webinaire. Merci pour vos questions. Donc, on en a traité le maximum et j'espère que les réponses apportées vous permettent d'y voir plus clair dans la planification et la réalisation de l'audit de surveillance ou de renouvellement et aussi sur d'autres démarches que vous souhaitez entreprendre avec ICPF. Merci à Laura aussi pour cette première participation au webinaire. Donc, félicitations pour ça. C'était très clair et tu as assuré sur la présentation du contenu. Donc, merci à toi. Et je te laisse ajouter quelques mots avant de mettre un terme à la diffusion. Alors merci à toi aussi d'avoir co-animé. Merci à tous les participants donc pour les questions. C'est vraiment très riche. Je sais que enfin, on a beaucoup de questions et d'interrogations, mais n'hésitez pas à bien être focus sur les référentiels national qualité, bien regarder les rapports précédents, être dans les temps, anticiper le maximum possible la réalisation de votre audit, parce qu'après il y aura une grande affluence et il y aura peut-être des problèmes sur ce souci-là. Donc anticipez en maximum. Et bon courage à tous et merci. Merci Laura pour cette conclusion et je remercie aussi Lucas qui a été présent sur la partie chat pour vous apporter des réponses et aussi des compléments pour avoir des ressources sur le site internet notamment. Donc merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. On reste disponible, vous avez nos coordonnées au 01 82 56 40 pour effectuer vos démarches ou sur la plateforme Noé. Merci, au revoir.